BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, 19h30, merci d'être là en ce jeudi soir. Bienvenue sur BFM Business et c'est Tech & Co, la quotidienne. Comme chaque soir, vous le savez, on est là, 19h30, 21h, votre dose de tech quotidienne du lundi au jeudi, en direct à la radio, à la télé, puis après les replays et les podcasts qui vous attendent. Encore une fois, ravi de vous accompagner ce soir. Au sommaire de ce Tech & Co, vous l'attendez, eh bien le voici. On va revenir sur la folle semaine des acteurs majeurs de l'IA, OpenAI, Anthropic, et puis Nvidia qui est au milieu, qui a annoncé pas mal de choses concernant les investissements. On va en parler dans quelques instants. On parlera aussi de l'énergie qui devient capitale avec tous ces investissements dans l'intelligence artificielle, parce qu'évidemment, ça consomme beaucoup d'énergie. Eh bien, tous ces géants de la tech vont investir pour produire eux-mêmes leur énergie. Et puis tout à l'heure, on s'intéressera à un nouveau rendez-vous que nous allons vous proposer, c'est les Tech for Future, la grande cérémonie de remise des prix du plus grand concours de start-up européen. Ce sera sur BFM Business et c'est en partenariat avec La Tribune. On va commencer à découvrir les premières start-up qui sont candidates et ce sera dans la catégorie Data IA, ce sera aux alentours de 20h30. Voilà le sommaire de ce Tech & Co en ce jeudi soir. Un grand merci d'être là et bienvenue. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Un débrief de l'ActuTech avec ce soir sur le plateau de Tech & Co, Cédric Ingrand, mesdames, messieurs. Vous pouvez l'applaudir. Putain, c'est fini, oui. Non, ils ne veulent pas l'applaudir, Salut, c'est dommage. Salut, ça va Cédric ? Comme dans un rêve. Voilà. Waouh. J'allais dire comme dans une Tesla, je croyais que tu allais dire, mais non, ça s'est fait déjà. Oui. Cédric Ingrand, qui est journaliste tech, bien sûr, que vous avez peut-être vu il y a quelques jours sur TF1, puisque tu étais... J'ai vu de la lumière. À la matinale de TF1, mesdames, messieurs. Et ouais, et c'était très cool. Donc on est très heureux de t'avoir ce soir avec nous. Et tu viens quand même parmi nous après. Ouais. Oui, bien sûr. Et gratuitement. Non, mais il n'oublie pas, en fait, les amis, c'est ça. Ah, la fidélité, c'est important, tu verras en vieillissant. Oh, waouh. Ça veut dire que tu n'es pas fidèle, en fait. J'ai pas dit ça. Ah, je découvre des trucs. Clément David est là. Salut Clément. Salut. Directeur général, président de Théodo Cloud. Exactement. Précisément. Et nous avons Jérôme Marin qui est là. Salut Jérôme. Salut. Jérôme Marin, fondateur de cafetech.fr, la newsletter Cafetech qui vous attend. Si vous n'êtes pas encore inscrit, dépêchez-vous de le faire, s'il vous plaît. Bon, l'actu de ce soir. On va commencer par l'IA avec pas mal de sujets liés à l'intelligence artificielle, comme chaque soir. Hein. On va beaucoup parler de ChatGPT, d'Anthropic ce soir, le Pentagone, la défense qui se mêle de tous ces sujets. Mais peut-être pour débuter, Nvidia qui a décidé de beaucoup moins investir, voire d'arrêter les investissements du côté d'OpenAI et d'Anthropic. C'est Jensen Huang qui l'a fait comprendre sans être vraiment véritablement clair là-dessus, mais c'est assez intéressant parce qu'il vient de faire quand même de gros chèques. 10 milliards Anthropic, 30 milliards pour OpenAI, et il dit maintenant ça suffit, on va un peu calmer ces investissements. Alors pourquoi ? Il y a deux raisons. La première, et c'est la raison officielle qu'il donne, c'est que bientôt ces boîtes-là vont entrer en bourse. Et il se dit, on va les laisser tranquilles, elles vont pouvoir s'autofinancer toutes seules. Voilà, vol, petit oiseau. Ça, c'est la première info. La deuxième, qui est peut-être un petit peu plus, on va dire, confidentielle, c'est que ces deux sociétés sont un peu dans la tourmente quand même, avec justement ce sujet de la défense qui, en ce contexte géopolitique troublé, c'est le moins qu'on puisse dire, complexifie un petit peu les relations que peuvent avoir les gouvernements, et notamment le gouvernement américain, avec ces géants de l'IA qui, aujourd'hui, on le sait, sont, j'allais dire, presque des armes, en fait. Des armes. Et on le sait, Anthropic et OpenAI, et notamment Anthropic, a aidé le gouvernement américain, en tout cas les services de défense américains, à, on va dire, préparer les attaques qu'on a eues en Iran. Le seul souci, c'est que peut-être que Jensen Huang n'a pas envie de se mêler de tout ça. Alors, est-ce que c'est intimement lié ? On ne sait pas, mais je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que Jensen Huang, s'il dit ça, c'est qu'il y a une raison, parce qu'il n'aurait pu rien dire, tout simplement.
justement. Je pense qu'il y a plusieurs thèmes qu'on va peut-être pas mélanger. A priori, Nvidia devait investir beaucoup plus. C'était 100 milliards. 100 milliards. Souviens-toi, il y a quelques mois, on disait c'est bizarre, maintenant le jeton de base, c'est devenu 100 milliards. D'un coup, ce sera beaucoup moins. Je pense que Jensen Huang, il a été aussi bien conseillé parce que c'est vrai qu'on était face à une espèce de système où Nvidia investissait dans des gens qui sont ses premiers clients, donc de l'argent qui pouvait lui revenir en achat de puces. Certains lui ont peut-être soufflé à l'oreille que ça avait peut-être il risquait peut-être de se faire accuser de manipulation de cours, par exemple, parce que c'était un peu voilà. Oui, parce que rappelons que chaque milliard donné par Nvidia à OpenAI repart, enfin peut-être pas un milliard, mais en tout cas une grosse partie repart de Nvidia avec l'achat et l'utilisation des puces et des serveurs. Parce qu'évidemment aujourd'hui, pour tous ces grands moteurs, Nvidia c'est l'air qu'ils respirent. Alors ils essaient tous d'avoir quand même des solutions alternatives en termes de puces, etc. Mais la question se pose. Donc ça avait un côté un peu cavalerie financière. C'est peut-être là aussi, pour ça aussi, qu'il a baissé le niveau de ses investissements. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il s'est dit peut-être que 100 milliards c'était un peu trop? On parle un peu de bulle de l'IA. Non, juste pour préciser, parce que sur ce point, ils ont dit on va investir 100 milliards à condition qu'OpenAI nous achète des puces. Et OpenAI, finalement, devait dépenser 500 milliards pour qu'ils aient les 100 milliards d'NVIDIA, il fallait qu'ils dépensent 500 milliards. Excusez-moi, tous ces milliards me donnent mal à la tête. Dès le départ, on savait que c'était pas très clair cette histoire. Ils se sont jamais vraiment engagés à 100 milliards. C'était plus une opération de communication. Dès le départ, il y avait des doutes. Et en fait, on ne sait pas vraiment si c'est NVIDIA qui veut plus investir ou si c'est OpenAI qui ne veut plus dépenser autant que prévu. Donc en fait, ils se sont ils se sont mis d'accord sur 30 milliards. Sur 30 milliards, c'est un coupe la poire quasiment en deux. Donc c'est voilà. Parce qu'en plus, c'est même pas sûr que ce soit 30 milliards de cash, comme on le disait. C'est peut-être, je sais pas moi, peut-être 20 milliards d'échanges je sais pas moi, de data center et de puces Nvidia, et peut-être 10 milliards de cash. On n'a aucune information là-dessus. Il y a aussi une vraie question sur la valorisation. Enfin, aujourd'hui, OpenAI nous dit on est sur un revenu annuel de 25 milliards. Attention, c'est un revenu annuel, c'est-à-dire ils prennent les 4 dernières semaines et ils multiplient par 12 pour faire l'année. Voilà. Donc c'est toujours un petit peu optimiste. J'ai l'impression qu'on se retrouve en 2000. Oui, tu vois ce que je veux dire en disant vrai, voilà, c'est ça. J'ai vendu 5 boîtes de nourriture pour chiens, donc multiplié par 100 ans, voilà ma valorisation. Donc peut-être qu'ils sont un petit peu prudents par rapport à ça, tout simplement parce que tout le monde a peur du moment où ça décroche, en fait. Et tout le monde a peur du moment où les actionnaires vont dire tiens, mais regardez, au fait, tant que ça allait bien, personne ne dit rien. Au moment où ça décroche, tout à coup, tout le monde sait, la victoire à 1000 paires et la défaite est orpheline. Clément, qu'est-ce que je disais, fais-nous rêver. La victoire à 1000 paires, la défaite est orpheline. Moi, j'arrive derrière et je dis j'ai passé une bonne soirée. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a deux niveaux de lecture. Soit tu as le niveau stratégique qui est, ils vont retrouver un petit peu de neutralité. Parce que le souci, c'est quand même qu'ils vendent à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont, sur les puciers, ils ont 90% du marché. C'est quand même très compliqué quand tu vends à Amazon, quand tu vends à Google, quand tu vends à Anthropic, à Azure, à OpenAI, de te retrouver dans cette espèce de consanguinité étrange où tu finances quand même une grande partie des pure players qui... Donc, qui sont concurrents eux-mêmes. Exactement. C'est le mot très à la mode. Ils sont tous, on appelle ça, compétitors. Ils sont un truc. Donc ça, c'est le niveau stratégique. Tu as aussi un truc très pragmatique, t'en parlais. Ils vont rentrer en bourse. La valorisation potentielle machin, mais de OpenAI, c'est $1 trillion. Donc en fait, 1,5 même. Quand tu, $1,5 trillion, donc c'est 1500 milliards. C'est ça. Donc en fait, le truc c'est, quand quelqu'un rentre en bourse, si c'est vraiment cette valorisation, tu peux investir ce que tu veux, mais ce que tu vas récupérer en face, ça sera quand même pas très intéressant. Et le deuxième truc, c'est qu'il faut que tu es obligé d'acheter au prix du marché. Il n'y a plus de vous comprenez, on en discute, je connais ta cousine, machin. Donc le truc c'est, ça va devenir très peu rentable d'investir. Il vaut mieux faire ce que fait apparemment ce que va faire Nvidia et dire vous savez quoi, battez-vous sur les modèles. Nous de toute façon on domine sur la couche des puces, puis que le meilleur gagne. Tu sais, c'est les marchands d'armes pendant une guerre, tu vois. Alors, est-ce que tu penses vraiment que pas ce désengagement, mais en tout cas cet arrêt des investissements de la part de Nvidia, c'est dû à quoi? C'est justement à la future possibilité qu'ils entrent en bourse? C'est quoi, à ton avis? Moi, il faut être assez terre à terre, en fait. On peut faire toutes les conjonctures et dire plein de choses. C'est assez simple. En fait, remettons la situation dans son contexte. Il est dans une conférence organisée par une banque d'affaires. On lui dit, au fait, l'investissement de 100 milliards que vous avez dit sur OpenAI, est-ce que vous allez le faire? Il dit, non, on ne va plus le faire, c'est fini. Et de toute façon, je pense qu'on réinvestira plus dans OpenAI parce qu'OpenAI va entrer en bourse.
Okay. Et il a dit, Anthropic, pareil, on a investi dans Anthropic, ils vont entrer en bourse. Et pourquoi le fait qu'ils entrent en bourse, ça coupe... Enfin, il y a plus aujourd'hui, OpenAI a levé 110 milliards. Anthropic a levé 50 milliards. Ils ont assez d'argent pour aller jusqu'à l'introduction en bourse s'ils s'introduisent en bourse cette année comme ils l'ont promis. Une fois qu'ils sont introduits en bourse, Nvidia, ils ne peuvent plus investir dans OpenAI, c'est fini. Ça ne se fait pas, en fait. Ça peut se faire, mais vraiment, quand c'est très mauvais signe si l'entreprise va faire entrer un investisseur extérieur. Quand on est en bourse, on a d'autres moyens de se financer, on peut faire des augmentations de capital. Et donc, quand Jensen Huang dit probablement, j'investirai plus dans OpenAI, on peut dire Microsoft probablement n'investira plus dans OpenAI. Amazon. Donc c'est la logique normale finalement. Oui, c'est ça. On revient sur un marché mature en fait. Oui. Et donc en fait lui, on lui a dit est-ce que tu vas investir ? Ben non, probablement plus parce que probablement quand il dit ça, c'est probablement OpenAI ne fera plus de levée de fonds parce qu'OpenAI va entrer en bourse. Ils ont levé beaucoup d'argent, ils vont entrer en bourse, ils vont lever peut-être autour de 100 milliards de dollars quand ils vont entrer en bourse. S'ils ont besoin de cash encore, ils feront des augmentations de capital, ils iront émettre de la dette s'ils ont besoin. Il n'y aura plus de levée de fonds où ils feront entrer des investisseurs, ils feront entrer Nvidia, ils feront entrer Google ou Amazon ou SoftBank, quelque chose comme ça. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas lire au-delà de ça, en fait. C'est vraiment très factuel. Mais voilà, ils ne vont plus faire de levée de fonds, donc on n'investira plus dedans. Oui, mais c'est vrai que tout ça, Jérôme, arrive dans un contexte où il y a quand même quelques... Enfin, OpenAI trébuche un peu. On le voit, la publicité qui arrive, mauvaise presse, l'histoire du Pentagone. Alors, on peut vous la raconter, mais c'est quand même assez complexe. Rappelons-le au départ, Anthropic était, on va dire, l'IA du Pentagone. D'un coup, ils se sont rendus compte que le Pentagone voulait aller vraiment beaucoup plus loin en termes de vie privée, de sécurité, etc. Le Pentagone a dit non. Anthropic a dit non, c'est fini. Le patron emblématique on a l'impression, enfin, d'avoir quand même une certaine philosophie plutôt positive, a dit non. Maintenant, moi, je ne veux plus travailler avec le Pentagone. Trump est monté au créneau en disant puisque c'est comme ça, on va non seulement arrêter de travailler avec Anthropic, mais on va les mettre sur liste noire. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si vous avez suivi le dernier rebondissement, mais le patron d'Anthropic est en train d'essayer de réparer les pots cassés parce qu'il se dit ça va un peu trop loin. Et là, je me retrouve non seulement à avoir perdu un contrat avec le Pentagone, mais peut-être que ça va me coûter beaucoup plus cher parce que s'il est sur liste noire, ça veut dire que plus aucun gouvernement ne peut travailler avec lui. Et ça peut même lui poser des problèmes, on va dire, commerciaux. Par ailleurs, OpenAI s'est dit, tiens, cool, je vais me prendre 200 millions, parce que c'était on va dire le montant de ce contrat pour travailler avec le Pentagone, mais là aussi, mauvaise communication. Il y a plein on va dire, d'abonnés, d'utilisateurs d'OpenAI qui a dit, non, stop, moi, j'ai pas envie d'utiliser un service qui est utilisé par le Pentagone, vous voyez. Donc, c'est quand même, il y a aussi tout ça, si tu veux. Sûr, et on se dit... Mais je pense que c'est décorrélé, en fait. C'est décorrélé, ok. Mais il y a aussi ce contexte où il y a beaucoup de questions concernant l'avenir de toutes ces boîtes-là. Bien sûr. Mais en fait, aujourd'hui, on est en train de construire... Pardon, excuse-moi, je t'interromps. Vas-y, attends. Jérôme termine. Vas-y, Jérôme. Et après, tu y vas, Clément. Nvidia, quand ils mettent 30 milliards dans OpenAI, ils vont les récupérer, les 30 milliards. Ils le savent. Alors, même si la valorisation d'OpenAI, qui est à 730 milliards, quelque chose comme 710 milliards, elle chute de moitié, mais en disant dans le cas extrême, mais c'est pas grave parce que les 30 milliards qu'ils ont investis, ils les ont déjà récupérés en vendant leur GPU. Donc c'est que du bonus finalement la participation dans OpenAI. Donc moi je pense pas que eux ils ont tout intérêt à continuer d'investir. Alors je suis d'accord avec toi, et ça pose des questions. Est-ce que c'est sain que ce soit une entreprise qui finance ses clients ? Est-ce que c'est pas une bulle qu'on auto-entretient et qu'au bout d'un moment quand le robinet va s'arrêter, tout va s'effondrer ? Mais finalement les 30 milliards ça c'est pas grand-chose. Ils génèrent du cash, on a plus savoir comment en faire. Oui, bien Donc sûr. finalement je pense que tout ce qui est ils ne sont pas dans les problèmes. Au contraire, ils ont intérêt à soutenir OpenAI. Ils ont intérêt à soutenir Anthropic parce que si ça se casse la figure OpenAI et Anthropic, leur business se casse la figure. Donc eux, finalement, ils sont dans une position où ils doivent continuer à investir. Et si un jour ils sont en difficulté, OpenAI est en difficulté, qui va venir jouer les pompiers de service ? Ça sera Nvidia, ça sera Microsoft, ça sera peut-être Amazon. Jusqu'à un certain point, Jérôme. Jusqu'à un certain point, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Ouais. Non, mais tout le monde a intérêt à ce que la musique continue à jouer, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il y a quand même un problème de fond. J'espère que c'est pas celle du Titanic. Ouais, non, mais il y a un peu de ça. C'est quand même une équation à pas mal d'inconnus. C'est-à-dire que ces gens sont en train d'investir à fond perdu à la recherche du produit qui va créer le modèle économique qui va justifier demain leur valorisation d'aujourd'hui. Et leur investissement. Moi, j'étais toujours frappé par ce capital risqueur que j'entendais récemment qui dit, mais attendez, vous savez, on dit, oui, la débauche de puissance. Mais cette débauche de puissance,
pense 60% c'est pour entraîner de nouveaux modèles. 5% c'est pour l'inférence. En gros, c'est pour tes prompts à toi. Si on rationalisait, on pourrait presque rassembler tout ça dans un seul data center. Et donc, mais pourtant, on est en train de mettre des coûts de 30, 50, 100 milliards à la recherche de, évidemment, d'un statut un peu de maître du monde demain. Donc c'est pour ça que la concurrence est si terrible. Et je suis d'accord, quand Nvidia remet de l'argent, c'est pour que la musique ne s'arrête pas. C'est parce qu'il y a un vrai problème de cash à un moment. Et de business model aussi, parce que c'est ça. Est-ce que Jensen Huang ne se rend pas compte aussi que finalement, OpenAI a du mal à trouver un business model? Alors on peut se dire que ce business model est en devenir, comme tu disais, peut-être que demain, ils trouveront cette IA générale dont on attend tous l'arrivée, et qui, là, créera un business model. Mais ça, on n'en est pas sûr. Non, je pense que personne n'en est sûr. Il n'y a pas besoin de l'IA générale pour trouver un business model. Mais regarde, enfin, c'est un peu la promesse quand même, Clément. Oui, mais en fait, comment dire, on est en train de créer un usage, on est en train de créer l'adoption. C'est-à-dire que tu arrêterais la techno aujourd'hui, on n'aurait plus aucune innovation, qu'on aurait de quoi transformer les entreprises et le quotidien des gens pour les 10 années qui viennent. Et donc le truc, c'est... faut faire attention quand on dit il se casse un peu la figure. C'est-à-dire, évidemment que cette transformation, elle se fait pas en un coup. Évidemment qu'il y a des choses qui tentent. On va en parler après la pub. Et puis là, c'est pas la pub. Là, c'est les achats directement via ChatGPT. Et puis finalement, ils reculent, etc. C'est normal que l'innovation, elle se fasse pas d'un coup. Mais si tu prends Google ou Amazon dans les années 2000, ils ont eu plein d'innovations qu'ils ont mis à la poubelle. Et c'est pas pour autant que Amazon ou Google étaient en train de se casser la figure. Tu vois ce que je veux dire? C'est mais Google a très vite trouvé son modèle économique. Très vite. C'était pas évident. La différence, c'est qu'il n'y avait pas autant d'investissement aussi. Il faut dire la vérité. En fait, moi, je suis d'accord avec toi, ça prend du temps. Et quand vous écoutez Nvidia, quand vous écoutez les gens qui travaillent dans l'IA, ils vous disent, au contraire, là, l'adoption, elle est en train de monter. Je sais pas, on n'en parlera pas, mais Anthropic a fait x2 en chiffre d'affaires depuis janvier. Donc c'est quand même qu'il y a une dynamique qui est là avec l'agentique, avec le code, les générations de code. Donc là, on peut se dire qu'il y a un business qui commence à se faire. La question, c'est est-ce que ce business sera assez rentable pour justifier tout ce qu'on a investi, en fait? Et surtout que quand tu investis dans un GPU, dans 3 ans, dans 4 ans, ton GPU, il marche plus. Enfin, il marche plus. Il est plus forcément... Donc, il faut sans cesse réinvestir. Ouais. Et sans cesse continuer à réinvestir. Et là, ils vont investir... Microsoft, Meta, Amazon et Google vont investir 700 milliards cette année. Voilà, c'est quand même... Pour rentabiliser 700 milliards d'investissements, il faut faire beaucoup de chiffre d'affaires. Et on rappelle, c'est ça qui sous-tend toute la croissance américaine. Si tu retires ça, l'Amérique est quasiment en récession. C'est pas de General Motors, c'est pas de General Electric, c'est rien de tout ça. Et là aussi, si ça s'arrête, tout va mal. Parce que on parle d'un groupe d'entreprises qui, à elle seule, représente 40% du S&P 500, donc des 500 plus grosses valos américaines, et donc 20% de toute la valorisation boursière de toutes les entreprises cotées du monde. Donc, si tu veux, tout le monde a peur du moment où il y en a un qui va vraiment s'enrhumer. Parce que là, ça va faire très mal. Mais il ne faut pas confondre finance et économie. C'est-à-dire que, on est d'accord, quand tu prends Google et Amazon, encore une fois, pas les mêmes montants, après, il y a eu de l'inflation depuis, et puis il n'y avait pas cette hyper-concentration des finances à l'époque, mais le truc, c'est au moment où il y a la bulle Internet qui éclate, Google et Amazon, leur valo est divisé par 2, par 3, etc. Et ils se cassent la figure comme tout le monde. En revanche, et parce qu'ils n'étaient pas complètement rentables sur certains actifs, parce que l'adoption n'était pas complètement là, en revanche, ils avaient suffisamment prouvé pour qu'au moment où tout le monde se remet, ils fassent partie des vainqueurs, et que 10-20 ans après, leur valo de ce moment-là, il a été multiplié par 10, par 100. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, oui, ils cherchent leur business model. La question, c'est pas est-ce qu'ils sont rentables maintenant, c'est est-ce qu'ils auront suffisamment prouvé au moment où tout se cassera la figure. Et c'est là qu'Anthropic a plutôt une vision assez solide sur la question, là où en effet, OpenAI, ça tâtonne un peu plus. Mais est-ce qu'ils auront suffisamment prouvé pour qu'au moment où ça va se casser la figure, ils feront partie des boîtes qui renaîtront et qui encaisseront cette baisse de valeur? Parce que rappelons qu'il y a Google, il y a Microsoft, il y a Anthropic, il y a OpenAI. Ça fait beaucoup de monde quand même, tu vois. Il faut que tout le monde puisse trouver sa part de gâteau. Ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Meta aussi. Et Meta, c'est vrai. Meta, c'est même sûr qu'ils y seront pas tous. Voilà. Nombreux sont les appelés, mais les élus sont peu nombreux. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'essaie de rattraper. Mais c'est un peu moins bien. Dans le lot, c'est biblique, quand même, c'est pas mal. Oui, et puis dans le lot, OpenAI, c'est le seul dont ce soit l'unique métier. Oui. Anthropic aussi. Tous les autres, Anthropic aussi, mais ils sont quand même sur moins de risques. Alors que Google, ils financent son propre, etc. Meta, Google, Microsoft, ils ont déjà des métiers qui rapportent qui rapportent de l'argent. Même. Et de l'infra qui sert à autre chose.
Tiens, toujours pour rester dans on va dire l'écosystème OpenAI, vous savez que ChatGPT avait annoncé, et OpenAI avait annoncé à la rentrée dernière, cette fonctionnalité qui était très séduisante sur le papier, c'est que finalement OpenAI et ChatGPT allaient pouvoir faire du shopping à votre place. On s'est dit, waouh, génial, imaginez votre batterie portable, vos petits écouteurs, etc. Bim, vous lui dites, vous promptez un truc, il va vous l'acheter. Vous le voyez même, il y avait des petites vidéos qui montraient que, eh bien voilà, il y avait un navigateur qui se lançait et que OpenAI faisait sa petite tambouille tout seul. Ça, c'était sur le papier, c'était sympa. On n'en entendait plus parler ces derniers temps. La preuve, c'est que visiblement, OpenAI renonce à l'achat direct via ChatGPT. Pourquoi ? Parce que visiblement, ça a l'air très complexe. Il y a des problèmes de responsabilité, d'acceptation aussi, de paiement, etc., etc. Et voilà, c'est pas possible visiblement, Jérôme. Ouais. Non, juste pour préciser, ce que tu mentionnes, enfin, dont tu parlais, c'est pas ce qu'ils arrêtent en fait. Ça, c'est le commerce agentique qui va arriver, que ça se développe. Ce qu'ils avaient proposé, c'est que je fais une recherche sur ChatGPT, je cherche, je sais pas moi, des chaussures, et là, je peux directement appuyer sur un bouton et acheter les chaussures directement sur ChatGPT. C'est différent du l'agentique. Oui, d'accord. Qui arrive plus tard, ça. Et donc là, c'est juste le fait que, et en fait, ils ont arrêté ça pour une raison. Je pense que on avait déjà vu ça au milieu des années 2010, quand par exemple Instagram avait lancé ce qu'ils appelaient un bouton acheter, Pinterest l'avait fait, Facebook et tout. C'est qu'en fait, ça néglige une chose, c'est que quand on achète, on ne veut pas juste acheter le produit, on veut peut-être voir des photos, on veut peut-être lire les avis, on veut peut-être regarder autre chose, d'autres. Et donc, on ne va pas juste aller cliquer sur ChatGPT parce que c'est facile de le faire, parce qu'on n'a pas besoin de renseigner son adresse, on n'a pas besoin de mettre sa carte bancaire. On veut, voilà, les gens n'achètent pas comme ça finalement. Et donc, c'est ça qu'ils arrêtent en se disant, au lieu de faire ça, on va les renvoyer directement sur le site où ils auront un parcours de commerce plus classique, où ils pourront lire les avis, ils pourront regarder autre chose et ils achèteront finalement. Donc ça, c'est pour ça qu'ils arrêtent. Une raison. Et l'autre des raisons, c'est qu'en fait, de ce que dit The Information, donc le média qui rapporte cette information, c'est qu'en fait, il y avait le parcours d'enregistrement des marchands était manuel. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près une dizaine de marchands qui étaient sur la plateforme parce qu'il fallait à chaque fois les valider manuellement, il fallait intégrer manuellement. Il y avait des problèmes aussi parce qu'aux États-Unis, vous savez, c'est pas comme en France où on a une seule TVA. Aux États-Unis, la sell tax. Donc oui, il y a des TVA pour chaque. Voilà, même pas les TVA, c'est un peu différent, mais différent selon les États et même selon les comtés, selon les villes. Donc c'est un process qui est extrêmement difficile et ça, c'était pas en place. Donc il y avait plein de petits problèmes techniques qu'ils n'avaient pas résolus. Finalement, ils se disent on va faire autrement. Ça veut pas dire qu'ils renoncent forcément à faire du commerce, ça veut dire qu'ils veulent faire autrement et que la vision initiale, elle ne sera pas forcément celle qui sera en place. Mais ce commerce de l'IA agentique dont tu parlais tout à l'heure, c'est vrai que ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Ce n'est pas un truc qui est au point. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font confiance à ChatGPT pour acheter leur batterie ou leurs écouteurs. Enfin, c'est compliqué. Hein. C'est un truc qu'Amazon a compris depuis longtemps. C'est-à-dire qu'Amazon, tu vois, te permet par exemple d'acheter automatiquement ou de renouveler des choses automatiquement. Mais tu remarques qu'ils le font sur des choses qui sont de la pure commodité. Bien sûr. Oui. Des couches pour bébé, des pastilles pour la vaisselle, etc. Même Amazon, je te permets de couper, quand ils avaient lancé Echo, où ils disaient on peut acheter avec son Echo, achète-moi. Mais même ça, ils ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que les gens ne le faisaient pas parce que voilà, on n'achète pas juste. Et vous vous souvenez de ces petites télécommandes les Dash, ils avaient sorti ces petits boutons. Des petits boutons. Alors tu mettais un petit bouton à côté de ton lave-vaisselle et quand tu n'avais plus de pastilles, tu voyais ton truc vide, t'appuyais et tu recevais une notification sur ton téléphone et tu confirmais, je crois, l'achat. Mais ça n'a pas marché. Pourtant, c'était une idée super. Et tu dis pas qu'ils se sont cassés la figure. Il faut arrêter de dire qu'OpenAI. Oui, ils se sont. Non mais ils se sont cassés la figure sur ce truc. Oui, bien sûr. Mais c'est intéressant parce qu'OpenAI lance plein de choses. Souvenez-vous, il y a quelques mois, on disait regardez, OpenAI a fait son navigateur, ça va être une révolution. C'est ça aussi, tu vois. Et il y a plein d'annonces. En fait, Sam Altman est boulimique d'annonces. Il y a un moment, ils se sont calmés là. Mais rappelez-vous, fin d'année, toutes les semaines, on recevait des communiqués de presse avec de nouvelles annonces. Ouais. On dit c'est le nouvel App Store, c'est le nouveau gérant de la pub, c'est le nouveau navigateur, ça va faire tout pour vous. En fait, finalement, j'ai pas l'impression que ces choses-là accrochent. On en reste à des usages qui n'ont pas énormément changé. Clément voulait parler, je crois. Bien sûr. Alors attends, on va donner la parole à Jean. Non, Clément, vas-y. Je voulais juste Moi, je sais pas, je fais ce qu'on me dit. Mais le truc, c'est pour ça que c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est qu'ils vont se recentrer sur ce qui a vraiment de l'importance. C'est-à-dire qu'en tout cas, pour cette opération-là, parce qu'en effet, ils n'avaient pas de marchands, ça convertissait pas, c'était l'enfer. Ils se sont découverts qu'en fait, c'est un vrai métier de vendre des trucs. Bon. Non, en fait, c'est une bonne nouvelle pour eux parce que leur enjeu, c'est pas ça, en fait. C'est pas de faire de l'argent avec des trucs, des machins. Leur enjeu, on avait déjà parlé en plateau, c'est d'être la porte d'entrée.
de l'IA, la couche d'intention, d'intervenir le plus tôt possible dans la chaîne de valeur au moment où la personne se pose la question. En fait, ce qu'ils veulent être vraiment, c'est le Windows des années 2000 pour Microsoft, c'est Chrome pour Google ou Google.com pour soit le navigateur, soit le site internet, l'endroit où quand la personne réfléchit, elle parle, ou le Play Store pour Apple par exemple. C'est trouver les endroits où les gens, quand ils se posent des questions et qu'ils cherchent, là, t'es leur porte d'entrée. Pourquoi ? Parce que c'est la partie qui vaut cher. Si je prends l'exemple d'Amazon, c'est quand tu cherches sur le site Amazon, etc., qu'il y a 90% des gens qui n'arrivent pas via un lien, mais qui cherchent d'abord sur le site. Si tu es en première page ou en troisième page, eh ben, tu vends ou tu vends pas. C'est comme ça. C'est pareil avec le moteur de recherche de Google. Et donc, c'est là que tu peux vendre très cher du positionnement, de la publicité, etc. C'est pour ça que ça coûte hyper cher d'avoir le système AdWords. Ça rapporte, je crois qu'on est sur des centaines de milliards par an pour Google. Amazon, c'est 45 milliards par an de revenus sur les contenus sponsorisés. Parce que là, tu peux dire aux gens, ça passe par moi. Je suis la porte d'entrée, donc toutes les interactions valent une blinde. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est trouver le positionnement pour être ça. Et donc le truc, c'est arrêter d'essayer de vendre des trucs, de créer une marketplace. Mais je suis pas sûr qu'OpenAI veuille faire ça avec ChatGPT. Mais c'est ce qu'ils font quand ils conseillent des gens. Par exemple, dire, vous posez des questions sur un produit, voilà quelques liens, allez-y. Mais regarde un peu le sujet polémique qui a été la publicité. Ils ont été obligés de rétro-pédaler, d'expliquer que finalement la publicité n'apparaîtrait pas dans les réponses, qu'elle apparaîtrait en lien sponsorisé à la fin de la réponse. Oui, mais parce qu'il y a un modèle inventé. Mais Google a eu la même chose. Google, au départ, quand ils ont mis une publicité, on s'est posé les mêmes questions. Sauf que Google, tu as plusieurs liens sponsorisés. Là, quand tu dis, bah tiens, j'ai envie de m'acheter un smartphone, si OpenAI, si ChatGPT, bah tiens, prends-toi le dernier Galaxy S26, il est super top, parce que Samsung a donné des milliards derrière, ils vont plus être crédibles très vite. C'est pas parce que la solution est pas facile à trouver que la guerre est pas importante. Ouais, mais en fait, ils ont un usage à créer, mais c'est leur seul positionnement. Ils ont pas les puces. Ils ont pas l'infra. Ouais, mais donc le seul moyen d'exister, c'est de sortir par la. Mais c'est pas gagné. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme, mais c'est pas gagné la pub. Moi, la pub, j'y crois pas trop, justement parce que comme c'est sous les résultats de réponse, finalement, la pub ne peut pas être dans les résultats. On est d'accord. C'est pas possible. Ça, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, ils vont pas le faire, et a priori, ils le font pas parce que si tu fais ça, tu peux plus croire les résultats finalement. Donc la pub, elle est tout en bas. Le taux de conversion, à mon avis, sera pas très élevé. En plus, ils ont fait un choix de facturer donc au CPM. Donc voilà, ce qui Google facture au CPC, c'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un clique, on facture l'annonceur. Eux, ils facturent pour 1000 impressions. Donc c'est un modèle qui est totalement différent et qui n'est pas forcément adapté. Donc moi, j'y crois pas trop. Juste, je veux revenir sur ce que tu as dit. Tu disais leur objectif, leur challenge aujourd'hui, c'est pas de gagner de l'argent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, leur challenge, c'est de monétiser l'audience gratuite. Il y a 900 millions d'utilisateurs sur ChatGPT, 5% qui payent. Donc il y a 895 millions de gens qui ne payent pas et qui coûtent extrêmement cher à ChatGPT. C'est pour ça que ChatGPT perd autant d'argent, parce que chaque utilisateur gratuit lui rapporte zéro, seulement lui rapporte zéro, et en plus coûte de l'argent. Extrêmement d'argent. Et donc c'est pour ça qu'ils font de la pub, c'est pour ça qu'ils font le commerce, parce que ils essaient de trouver un moyen de monétiser cette audience. Et ça, pour moi, c'est le vrai défi aujourd'hui. Et ils tâtonnent vraiment. On le voit qu'ils tâtonnent parce que c'est difficile en fait. Et le modèle économique qu'ils ont à construire, donc il y a le modèle business où on vend les abonnements, on vend des API, mais il y a le vrai modèle économique à construire, c'est le modèle de la partie gratuite. Et aujourd'hui, ils l'ont pas trouvé encore, et personne l'a trouvé pour l'instant. Ce sera le mot de la fin de cette première partie. Clément, Cédric, Jérôme, on revient dans une petite minute, bientôt 20h. La suite de ce Tech & Co, la quotidienne, avec l'énergie. Tiens, autre gros sujet, parce que tout ce qu'on a évoqué là ne peut fonctionner qu'avec énormément d'électricité. En fait, on va dire les fournisseurs d'énergie traditionnels américains ne peuvent pas suivre. Donc il va falloir que ces géants de la tech américains produisent eux-mêmes leur énergie. C'est même une injonction de la part de du président Donald Trump. On en parle dans un instant, juste après cette petite pause. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le débrief de l'actu tech en ce jeudi soir, il est 20h01, sur le plateau de Tech & Co, Cédric Ingrand, journaliste tech. Nous avons aussi Clément David, président de Theodo Cloud, et Jérôme Marin, fondateur de cafetech.fr. Merci d'être là à tous les trois. Je vous propose maintenant de parler d'énergie, parce que c'est vrai qu'à l'approche des midterms, c'est devenu un sujet politique brûlant aux États-Unis. L'explosion du montant des factures électriques. À cause de quoi ? À cause de l'IA, encore elle. Sous la pression de Washington, 7 géants de la tech se sont engagés cette nuit à investir massivement dans les infrastructures énergétiques pour compenser justement leurs besoins colossaux en électricité. Anthony Morel nous explique tout ça et on revient juste après.
l'un des effets pervers du boom de l'IA générative, c'est-à-dire que ces milliers de data centers qui sont construits pour entraîner et faire tourner les modèles de langage, ils sont extrêmement énergivores et le résultat, c'est que dans certaines zones aux États-Unis, les prix de l'électricité ont été multipliés par 2,5 en l'espace de 5 ans. Et ça, c'est un vrai problème, alors que Donald Trump avait précisément promis lors de sa campagne de faire baisser la facture d'énergie des ménages. L'installation des data centers, c'est même devenu un repoussoir. C'est un peu comme quand on vous dit qu'on va installer une prison à côté de chez vous, plus personne n'en veut. Et donc, Donald Trump avait sommé les gens américains de la tech de faire quelque chose. Ils se sont exécutés hier soir à travers cet accord qu'ils ont signé. Google, Microsoft, Meta, Oracle, X, OpenAI, Amazon. Ils s'engagent tous, alors à plusieurs choses. D'abord, à financer de nouvelles centrales en cas d'implantation d'un nouveau centre de données dans un endroit aux États-Unis. Ça, c'est la première chose. Autre chose, c'est moderniser les réseaux déjà existants, là encore. Et puis, prendre en charge eux-mêmes une partie de la facture électrique pour éviter qu'elle ne se répercute sur les ménages américains. Alors, c'est pas les seules pistes explorées. On a par exemple Google qui teste le fait d'alimenter certains data centers avec des mini-réacteurs nucléaires qui sont spécialement déployés pour les alimenter. On va aussi travailler sur l'efficacité énergétique des data centers. Ça va être par exemple travailler sur des nouveaux types d'architecture, sur des GPU, les cœurs de l'IA qui sont plus efficients d'un point de vue énergétique. C'est un enjeu qui est crucial parce que la consommation va continuer à exploser. Selon le ministère américain de l'énergie, les data centers pourraient représenter jusqu'à 12% de la consommation électrique américaine d'ici 2 ans. Voilà donc l'énergie, le nouveau, on va dire, petit clou dans on va dire la stratégie de tous ces géants de la tech, parce qu'il faut savoir en plus, et vous le savez peut-être, les structures, en tout cas l'équipement électrique aux États-Unis n'est pas d'excellente qualité. Il faut savoir qu'en Californie, dès qu'il y a un problème, dès qu'il fait trop froid, il n'y a plus d'électricité, et dès qu'il fait trop chaud, il n'y a plus d'électricité. Tu as vécu là-bas. Jamais eu de coupure d'électricité, heureusement. Mais c'est vrai, mais enfin, d'après ce que j'ai compris, ça arrive assez souvent. Ça arrive. Il y a eu il y a quelques années, une vingtaine d'années, un blackout à New York notamment. Oui, New York a été plongé dans l'or. Donc, il faut bien évidemment moderniser ces réseaux électriques qui sont privatisés aux États-Unis, rappelons-le, ça n'a rien à voir avec chez nous. C'est pour ça que... Et puis en plus, il y a plusieurs compagnies électriques suivant les États, donc c'est tout ça complexifie. Et on peut comprendre aussi, là, on va dire l'inquiétude de Washington. C'est-à-dire que là, si d'un coup, tous ces gens de la tech consomment de l'énergie en open bar, ça va exploser. Mais ça fait des dépenses supplémentaires. On évoquait tout à l'heure ces milliards pour l'IA, maintenant il faut aussi d'autres milliards pour l'énergie. Et puis en plus, c'est bien beau, c'est ce que disait Anthony, il a tout à fait raison sur cette volonté par exemple de Google de créer ces mini-réacteurs, mais ces mini-réacteurs, ils n'existent pas aujourd'hui. Ce sont des startups qui... Il y en a un. Qui est où ? TerraPower, cette start-up qui est soutenue par Bill Gates, qui a, ça y est, sa première licence depuis cette semaine. Okay. Pour ouvrir un SMR, donc un mais ça va ouvrir quand ? C'est la licence. Voilà, oui, d'accord. Ça n'est que le début. Parce que je vous rappelle, alors peut-être que nous, on est très lents là-dedans, mais il y a quand même une excellence européenne et française dans le nucléaire. Une centrale nucléaire, c'est 10 ans. Lancer la Marseillaise. Non, ce que je veux dire, c'est vrai. Non, je suis d'accord. On va pas en claquant des doigts avoir des mini-réacteurs un peu partout qui vont donner de l'électricité, quoi. Alors moi, j'ai envie de prendre ça comme un verre à moitié plein. Parce que je trouve que, là pour une fois, je trouve ça intéressant et vertueux qu'on pousse des gens qui ont des ressources, on va pas dire illimitées, mais on n'est quand même pas très loin, à faire des choses que la puissance publique a du mal à faire toute seule. C'est-à-dire que tout à coup, qu'un Google, qu'un Meta, qu'un Microsoft, qu'un Amazon prennent ce genre de choses en main et en tout cas financent la recherche pour arriver à faire avancer les choses, je trouve ça quand même assez positif. Parce qu'il faut comprendre, les opérateurs électriques là-bas, c'est pas tellement qu'ils savent pas faire, ils savent faire. Le problème, c'est qu'ils ont exactement le même problème qu'on soulevait dans le débat de la première partie. C'est qu'ils disent, attendez, moi je vais investir des milliards, mais vous serez là demain. Donc dans l'accord, par exemple, on veut forcer ces gens à signer des accords pour faire ce qu'on appelle du take and pay, c'est-à-dire de préacheter de la capacité électrique et de la payer quoi qu'il arrive. Vous êtes là, vous n'êtes pas là, ça marche pas, vous payez pour arriver à soutenir les investissements qui vont permettre d'alimenter vos infrastructures. Mais alors évidemment, il y a le pendant de la médaille, enfin l'autre côté, c'est de dire on va privatiser la production électrique, mais au moins que des gens arrivent avec le problème et la solution en même temps, moi je trouve ça assez positif. Clément. Je peux faire le côté à moitié vide. Oui, bien sûr, voilà, vas-y. c'est en fait
il y a quand même un truc. Bon, déjà, ils s'y mettent maintenant. Non, ça fait 2 ans qu'on sait qu'ils investissent dans l'électrique. Enfin, ils n'ont pas attendu le gouvernement américain pour investir massivement dans les ressources. Et pour une raison qui est plus opportuniste, on va dire, qui veulent sécuriser l'approvisionnement. Bon, le truc, c'est... faut pas oublier que ce contrat, ces discussions, elles sont non contraignantes et que c'est quand même sur la base du volontariat, de la bonne volonté, machin. Faut pas non plus manquer donc la partie un peu à moitié vide du verre, qui est, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les entreprises privées se substituent à la puissance publique. C'est-à-dire que tu commences à te retrouver à demander aux acteurs économiques les plus puissants, qui sont déjà à de nombreux titres quasiment des pays, ils ont l'argent, ils ont les infrastructures, ils ont l'influence, etc., de commencer à prendre en main les infrastructures qui normalement devraient être celles du gouvernement qui soutiennent pour le l'économie. coup, aux États-Unis, elles ne sont pas celles du gouvernement, c'est privé. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire que les États-Unis vont quand même un cran plus loin. Moi, ça m'inquiète un peu. La partie qui m'intéresse, c'est parce que le jour où ils sont autonomes, ils sont incontrôlables. Ton moyen de pression sur Google dans 10 ans ou 15 ans, c'est quoi, tu vois ? Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est que c'est pas tellement il va leur falloir de l'électricité. Oui, on le sait, ils investissent. C'est le côté... ça commence à avoir des répercussions sociétales intéressantes. C'est-à-dire que, tu sais, on parle toujours d'un monde dématérialisé. Tu vois, pour nous, l'IA, c'est dans l'air, c'est les ordinateurs, ça se connecte, c'est le Wi-Fi, le cloud, machin. On voit pas, là, en fait, on ne se rend même pas compte que ça existe. On ne se rend pas compte, comme dirait Jean-Co, là, qu'on est quand même dans un monde de ressources limitées et que donc ça a forcément un impact. Et l'énergie, sur les 6 derniers mois, la facture énergétique de l'Américain moyen, elle a augmenté de 6%. Notamment parce que la consommation, pas que, mais explose avec les data centers, etc. Et en fait, la dynamique de Trump, c'est pas seulement de dire il y aura pas assez d'énergie, il faut trouver. C'est aussi de dire attendez, j'ai pas envie de me retrouver à cause de vos trucs à vous, qui par ailleurs me rapportent à faire exploser la facture des Américains qui vont détester. Des Américains qui toquent à la porte en disant nous on peut plus se chauffer. Donc en fait, ce côté confrontation va devenir intéressant entre le monde réel et le monde des gigantesques hyperscalers. Oui, parce que les besoins énergétiques des Américains est de plus en plus important avec, on va dire, tous ces dérèglements climatiques. Je vous rappelle le froid polaire qu'il a fait aux États-Unis il y a 2 semaines, 3 semaines, où il y a eu des températures jamais vues, inédites. Même aux Bahamas, il faisait 9 degrés. On a vu ça, quoi. Après, aux États-Unis, moi, quand j'habitais à New York, là où je payais le plus d'électricité, c'était pas l'hiver, c'était l'été, en fait. Avec la clim. En fait, aux États-Unis, le pic de consommation électrique, c'est pas l'hiver comme en Europe, par exemple, c'est l'été. Juste pour revenir à ce que tu disais, 2 choses. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est totalement un effet d'annonce, parce que ça fait des années, Facebook, on sait qu'ils ont relancé un nucléaire, ils se sont fait un partenariat pour relancer un réacteur nucléaire qui était fermé. D'autres entreprises investissent dans le dire. Donc là, on est vraiment dans un effet d'annonce parce que les élections qui arrivent et parce que l'énergie devient un sujet important. Et surtout, tu disais qu'il y a 6% d'augmentation. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, l'électricité, donc c'est pas comme en France où il y a un prix pour tout le monde. Chaque État, même des fois chaque ville, a son opérateur propre. Et aujourd'hui, quand on construit un data center, on ne va pas le construire à côté de New York, on ne va pas le construire à côté de Los Angeles ou à côté de San Francisco. Donc, ce n'est pas là où il y a le problème. Les problèmes, c'est dans les comtés ruraux qui sont majoritairement républicains, qui votent majoritairement pour Donald Trump, qui ont voté pour Donald Trump, notamment pour lutter contre l'inflation qui avait augmenté sous Joe Biden. Aujourd'hui, quand on va construire un data center dans le Montana ou dans le Nebraska, ça met un gros problème sur le réseau local, parce qu'il n'est pas connecté avec le reste. Et puis, surtout, il n'est pas dimensionné pour ça. Exactement. Donc, c'est là où les prix augmentent. Et quand on dit il y a 6%, c'est la moyenne nationale, mais les prix dans ces États-là, ils ont augmenté beaucoup plus, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un moment où Donald Trump essaie de reprendre la main dans son... alors, moi, je trouve que c'est un effet d'annonce, parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, si on veut... on construit un data center et on veut mettre de l'électricité, c'est pas avec une centrale nucléaire qu'on va le faire parce que ça prend des années. Et ce qui est là, c'est un peu l'ironie, c'est qu'il faudrait mettre des panneaux solaires et de l'éolien, qui est les projets les plus rapides à mettre en place. Et Donald Trump n'en veut pas. Non. Voilà. Donc c'est assez contradictoire. Donc voilà. Compliqué. Non, mais en fait, je pense qu'on n'est pas prêt à revenir dans le monde réel. Tu vois, parce que là, en fait, ce qu'on va vivre potentiellement avec l'électricité, c'est ce que vivent les grandes entreprises pour l'instant avec les data centers. C'est-à-dire que on a un couple data center électricité qui va devenir dans son ensemble une ressource rare. Et on a vu de loin les entreprises se battre pour des serveurs, se battre pour des puces, etc. Mais si ça commence à toucher l'électricité, qui est un bien entre guillemets commun, ça va être vraiment compliqué. Et je te raconte une anecdote. Je discutais avec un DSI d'un grand groupe de telco français là cette semaine. Il me dit on a dû changer notre stratégie d'infrastructure. Parce que les serveurs qu'on voulait commander, les prix ont été multipliés par 3 depuis le début de l'année,
que en fait il y a 3 endroits où on les fait dans le monde et résultat comme tout le monde se les arrache, les conditions commerciales sont folles. C'est-à-dire qu'il m'a dit on peut t'annoncer, ils ont le droit, c'est contractuel, de te dire 45 jours avant qu'en fait ils vont pas te livrer. Ils ont le droit, c'est contractuel, de te dire on va changer le prix en cours de route, même quand tu as acheté le truc, etc., etc. Et on a le droit de te reprendre la machine. Si non, mais on a le droit de décaler les délais de livraison. Et le mec, en plus, me disait, moi, je suis un opérateur telco. Donc, on a de la chance, on en achète beaucoup. Donc, on passe après les hyperscalers, mais on a quand même ils sont un peu VIP quand même. Un peu préférentiel. Mais en revanche, il y a tout un paquet de gens qui ne récupèrent rien du tout. Tu prends ce scénario qui est complètement lié au fait que ceux qui produisent des serveurs, ils sont uniquement concentrés sur la partie IA, donc tout ce qui est infrastructure classique ne les intéresse plus et donc ça crée une pénurie. Tu le transfères dans le monde de l'énergie avec la population normale qui en subit, enfin le commun des mortels comme nous qui en subit les conséquences, et tu te retrouves avec des complexités politiques et sociétales, ça va être rigolo. Juste une chose, on rappelle, on est en France, on produit presque trop d'électricité par rapport à nos besoins ici. C'est pas presque, on produit trop d'électricité. Oui, en brut, on exporte la moitié de la production, on en réimporte, donc en net, ça fait pas ça, mais on est à 92% d'électricité décarbonée, ce qui fait de la France un pays extrêmement attractif, justement pour ces hyperscalers, parce que c'est bon pour leur bilan RSE à eux, accessoirement avec une électricité qui est pas trop chère. Donc, après, le problème de la France sur les data centers, c'est les réglementations environnementales qui ont été abaissées aux États-Unis sous Donald Trump. Et puis, il y a une question d'espace aussi. J'imagine que c'est plus difficile de trouver de l'espace pour construire un data center géant en France qu'aux États-Unis dans certaines régions. Pour connaître un peu de l'intérieur, les deals autour des terrains pour construire des data centers, c'est infernal. Il faut plus de temps pour négocier le truc que pour construire des data centers. Et c'est pas une blague. Quand tu regardes ce qui s'est passé avec les clubs qui voulaient construire leur stade de foot, qui est déjà absolument terrible, tu multiplies le temps et la complexité par 10. Ouais. Et alors, je me souviens qu'Emmanuel Macron, c'était pendant le sommet de l'IA, avait déclaré vouloir raccourcir les délais, parce que c'est vrai qu'il disait que c'était ubuesque, que ça pouvait prendre 10 ans finalement, parce qu'après, en fait, c'est pas ça, c'est qu'à partir du moment où tu demandes une autorisation, tu peux avoir des recours qui vont tout décaler de plusieurs années, ça s'arrête jamais. Et il y a aussi le raccordement au réseau électrique aussi, parce qu'il faut un data center pour pouvoir raccorder. Et donc, il y avait des sites qui étaient mis en avant, qui avaient été sélectionnés pour dire, voilà, on est prêt à raccorder facilement au réseau électrique. Donc ça prend des années. On a l'impression qu'on a un niveau de complexité qui est celui d'une autoroute. C'est-à-dire que de fait, il y a d'abord pas mal de planification. Il faut que tu sois au bon endroit, tu peux pas être n'importe où, c'est pas le plateau de 1000 vaches. Et en plus, de fait, tu peux avoir procédure sur procédure sur procédure qui vont te tenir des années et des années. Tiens, on change de sujet, on va s'intéresser aux lunettes connectées et... cette, on va dire, anecdote que n'a pas souhaité Mark Zuckerberg, je pense, concernant ces Ray-Ban Meta. Vous savez, ces Ray-Ban Meta qui ont des haut-parleurs, qui sont Bluetooth, qui ont des petites caméras. Et c'est justement les petites caméras qui posent problème, parce que figurez-vous que eh bien, ces vidéos ou ces photos privées, personnelles qu'on peut prendre avec ces caméras qui sont dans les lunettes, eh ben, seraient pas finalement aussi privées et aussi personnelles que ça. C'est dingue! Non. Dingue. Mais c'est fou. Alors, je tombe des nues. Eh bien, alors voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que finalement, on s'est rendu compte que certaines de ces données, en tout cas de ces images, de ces vidéos, étaient utilisées, en tous les cas analysées par des prestataires humains qui étaient au Kenya et qui font quoi en fait? Ils sont pas là pour regarder si vous grattez le nez avec vos Ray-Ban Meta. C'est simplement pour analyser le contenu de ces vidéos, pour après enrichir et améliorer l'IA. Parce que je vous rappelle que ces caméras qui sont dans ces lunettes sont là aussi pour apprendre et devenir un jour peut-être encore plus intelligentes grâce à l'intelligence artificielle. Le seul problème, c'est que ces Kenyans, on n'était pas au courant qu'ils pouvaient voir, je sais pas moi... On peut voir Salim, la vie quotidienne de Salim. La vie quotidienne de Salim. En fait, ils peuvent voir à chaque fois Tech & Co, c'est ça qui est top. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la Commission européenne s'en mêle, bien sûr, puisqu'il y a plusieurs eurodéputés qui ont interpellé la Commission européenne suite à toutes ces enquêtes pour voir un petit peu si tout ça est compatible DMA. Je ne pense pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste déjà pour préciser, parce qu'il faut être très clair, c'est pas les photos et les vidéos qui sont... c'est des vidéos qui sont analysées, c'est pas celles que vous prenez vous-même. C'est quand vous appelez Meta AI, donc l'IA de Meta, et que vous dites Meta AI, qu'est-ce que c'est que ce qui est devant moi? En fait, c'est ça, c'est pas les vidéos personnelles. Enfin, il y a des photos personnelles, mais c'est pas quand je prends la photo, moi, ou des vidéos personnelles. C'est vraiment quand on fait appel à l'intelligence artificielle, ces vidéos arrivent, et c'est un processus qui est
typique, enfin qui est classique, elles sont ce qu'on appelle étiquetées. C'est-à-dire elles arrivent chez des sous-traitants, alors souvent en Afrique, mais c'est pareil quand vous avez une conversation ChatGPT, peut arriver à être aussi Oui, ou en Inde, ou voilà. Et donc là, tiens, là sur la vidéo, ce truc-là c'est une commode, ce truc-là c'est un gel douche, pour que l'IA apprenne en fait à reconnaître les objets. Donc ça c'est. Oui, mais tu es d'accord que si par exemple on dit, je sais plus quel est le mot qui déclenche, c'est Hello Meta ou un truc comme ça. Je sais pas. Tu peux imaginer qu'en même temps je te filme ou que je sois, je sais pas moi, en caleçon dans ma salle de bain. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tout de suite Non, mais je sais tout de suite, c'est une belle image. Je suis d'accord. Mais bon, n'exagérons pas. Ce qu'il disait, c'est qu'en fait, il y avait des gens qui laissaient leurs lunettes parfois dans la salle de bain et qui parlaient à leurs lunettes pour leur poser des questions et c'était en train de les filmer quand ils étaient dans leur douche, par exemple. Et donc, logiquement, il y a un système de sécurité qui permettrait de flouter les visages et les humains, mais ce qui ne marcherait pas tout le temps. Donc, mais on est d'accord qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui cloche. Je t'explique juste. Oui, bien sûr. Surtout que tu es sur un marché grand public. Et donc, les gens, 99% des gens voient cette news, c'est uniquement une question de confiance. Ils vont absolument pas entendre parler de ce que Jérôme décrit parce que lui, il est dans le... etc. Et les gens vont juste... Ils vont dire, oh là là, je suis filmé, exactement. Tout ça, c'est vu par des humains, quoi. Et le problème, c'est uniquement un marché aujourd'hui qui repose sur la confiance de est-ce que vous allez accepter qu'on crée de nouveaux usages? Tout le monde est en train de chercher le successeur du smartphone, etc. Et donc, on a quand même une ligne de crête compliquée entre eux. Il nous faut les données moi, je m'en fiche. Il nous faut pour l'IA les données du monde réel. C'est très bien les données sur ordinateur, étiquetées, les tableaux, les trucs. Mais à un moment, il faut qu'on puisse utiliser les données de la vraie vie si on veut que l'IA avance. Mais en même temps, il va falloir montrer aux gens qu'on est capable de le faire sans intrusion, sans surveillance massive, sans machin. Et franchement, on va trouver le modèle qui permet cet équilibre-là. Et en plus, ce genre de news, les gens, forcément, ça crée une perte de confiance qui est légitime et qui rassure pas sur l'adoption massive. C'est le genre de mur qu'on va se prendre très régulièrement parce qu'il faut trouver un équilibre qui, en vrai, est pas si simple à imaginer. Et ça sera la même chose avec les robots. Ça sera pire. Ouais. Cédric. Moi, je suis embêté parce que je suis le premier à dire que Zuckerberg a fait n'importe quoi de manière répétée, délibérée, en disant à chaque fois je ferai mieux. C'est promis, cette fois, je ferai mieux. Ils ont mis en danger des pans entiers de la population, ils ont poussé des jeunes à l'anorexie, enfin je veux dire... Et au suicide aussi, ils ont fait on peut le dire. N'importe quoi. Et pourtant... Là, ce qu'on voit là... Là, t'as presque envie de le défendre. Non, mais quand on le regarde froidement, j'ai l'impression d'avoir la même conversation qu'on a eue il y a 3 ans. Souviens-toi, quand on disait quand je parle à Siri, parfois, ma requête va peut-être être réécoutée par quelqu'un, etc. C'est du contrôle qualité. Donc, en fait, la faute de Meta, là, c'est de ne pas l'avoir dit de manière extrêmement explicite en disant, vous savez, quand vous avez on peut vérifier parfois, surtout quand on voit de votre côté que vous refaites la même requête Cédric, plusieurs fois, qu'il y a un problème. C'est une volonté délibérée de ne pas le dire. Parce ils le disent, mais en tout petit. Ils le disent, mais c'est vrai que c'est marqué en petit parce que personne n'a envie de l'afficher en haut du truc. Ouais, mais c'est parce que si tu l'écris en petit, il faut que tu le dises parce que c'est tellement sensible comme sujet. Tu peux dire, écoutez, oui, voilà, dans certaines circonstances, quand vous appelez l'IA de Meta, eh bien, certaines images peuvent être analysées. Alors, elles sont anonymisées, il faut le dire quand même aussi, par des humains. Mais voilà, mais bon. Mais ça voudrait dire rentrer dans le détail de justement l'anonymisation, je floute les photos quand il y a un visage, un corps, etc. etc. Personne n'a envie de faire ça parce que de fait, tu crées toi-même le problème. Je suis persuadé qu'ils préfèrent ne communiquer sur rien et se taper une petite polémique de temps en temps. Qui sera vite oublié. Et en fait, finalement, on finit par... Tu vois, je te prends l'exemple... Tu crois que ça sera vite oublié, cette histoire ? Mais on a pardonné Cambridge Analytica, on pardonnera tout parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Et en fait, c'est un peu comme... Mais c'est un nouveau produit, comme les des fuites lunettes de données. connectées. Oui, mais justement, c'est pour ça que c'est le début, là, ça nous marque, mais c'est comme les fuites de données. Avant, quand tu recevais un email en disant la Sécu a été piratée ou la Fnac a été piratée, tout le monde était en panique, allait sur les sites, disait maintenant, en fait, tu as accepté que tes combinaisons mail, mot de passe, date de naissance, en fait, elles étaient partout et que tu te ferais avoir un jour et qu'en attendant, il fallait changer régulièrement parce que finalement, ça inquiète plus personne, on a augmenté notre seuil de tolérance. Je pense que les gens vont augmenter leur seuil de tolérance à ça et que dans 10 ans, ça arrivera tout le temps et ce sera pas grave. Mais il y aura autre chose qui le remplacera. Mais c'est juste parce que c'est le début. Bon, en tout cas, coucou à vous qui nous regardez avec vos lunettes Meta. Bon courage. J'aimerais qu'on enchaîne avec un autre sujet, alors qui n'a rien à voir. On va parler un petit peu de souveraineté pendant les quelques minutes qui nous restent. Est-ce qu'on peut essayer d'imaginer avoir une souveraineté dans le smartphone avec un nouvel OS ? Parce que c'est ça la vraie question. Aujourd'hui, les 2 OS principaux, iOS, Android, on le sait, sont américains et voilà, il n'y en a pas d'autres en fait. Il y a une boîte européenne
une société finlandaise, justement, qui s'appelle Yola, c'est comme ça qu'on prononce ? Yola, je crois. Yola, qui a présenté au Mobile World Congress un smartphone, tout ce qu'il y a de plus normal, enfin voilà, il est ni moins beau, ni plus beau que les autres, sauf qu'il a un OS particulier qui tourne sous Linux, qui s'appelle Selfish OS, et cet OS, en fait, est européen et ne dépend pas de Google. Donc, en fait, on peut imaginer avoir un jour un OS qui serait décorrélé de l'écosystème Apple et décorrélé de l'écosystème Google. Voilà. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Je suis pas en train voilà, ça pose énormément de questions. Ça marchera peut-être jamais, sans doute pas. Mais je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est une initiative intéressante ? Cédric. C'est bien que ça existe. C'est pas la première itération, il y a déjà eu d'autres choses. Le reste du smartphone aussi a un peu pensé comme ça, tu vois. Il y a un switch physique qui ferme le micro et la caméra pour de vrai. C'est un peu ça l'avantage concurrentiel qu'ils mettent en avant. Mais j'ai un trou de mémoire, il y avait un autre smartphone, il y a peut-être 10 ans de cela, qui avait cette technologie. Mais il y avait celui, justement, qui était réparable, changeable, qui s'appelait... Le Fairphone. Fairphone. Oui, mais il y en avait un autre qui était hyper sécurisé, etc. Ouais, c'est des choses qu'on a vues ensemble à Barcelone. Bon, ça reste un petit marché, il y a des gens que ça peut intéresser de manière presque militante, ça va pas révolutionner le marché, mais se dire qu'on peut avoir... Alors après, jusqu'où est-ce que tu es souverain, parce que tout le monde veut leur faire des procès d'intention sur mais ils viennent d'où tes composants, enfin, etc. Je rassure, ils ne sont pas faits dans la Creuse. Mais le fait que ce genre d'initiative existe, si, c'est positif. Et puis, il peut y avoir des clients institutionnels pour ce genre de choses, des administrations, des entreprises, etc. etc. Ou alors, encore une fois, des consommateurs qui font de l'achat militant. C'est un smartphone tout à fait normal, avec de la mémoire, des puces qu'on connaît, du Wi-Fi, enfin voilà. Sauf que c'est l'OS, en fait, qui est un peu particulier. Clément et après Jérôme. Les mystères de l'OS. Donc, le mystère de l'OS, pas mal. Ça joue. Elle est bien. Non, mais en fait, il ne faut pas se tromper de combat. Déjà, oui, c'est très bien. Et de deux, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça qui sort, les gens disent oui, mais les gens vont jamais acheter ça à la place d'Apple. C'est pas la question. En fait, la question, c'est même pas leur part de marché. La question, c'est que les alternatives existent. Tu vois, c'est un peu ce qui s'est passé pour la Russie. C'est pour ça qu'il faut des cloud providers français, même si technologiquement, ils sont pas au niveau des Américains. C'est que le jour où il y a un problème, est-ce que tu as une solution de repli qui sera peut-être 10, 20, 30, 50% moins bien ? C'est pas la question, c'est qu'au moins les choses tournent. Et tu vois, les Russes, quand ils sont entrés en guerre avec l'Ukraine et qu'on a commencé à couper partout les services de cloud, les services de téléphonie, les services de machin, est-ce que tu as quelque chose qui remplace WhatsApp ? Est-ce que tu as quelque chose qui remplace Google Cloud ? La Chine, le jour où on leur a dit vous pouvez plus utiliser Android pour Huawei, est-ce que Huawei avait une solution alternative ? Et donc, ce sera moins bien, ce sera niche. Néanmoins, ça existe et le jour où il y a un problème, tu es content d'avoir un écosystème européen. Jérôme, la question. Pas grand-chose à rajouter. Après, mais la question, est-ce qu'on peut vivre sans Google ? C'est ça la question. Alors après, je voulais juste donner un chiffre. Ils ont enregistré 10 000 préventes, donc ça reste vraiment de la niche, de niche. Donc c'est vraiment pour les gens qui sont vraiment sur cette niche-là. Est-ce que tu peux vivre sans Google ? Ce qu'il faut dire, c'est qu'il est compatible avec Android, en fait. C'est-à-dire que toutes les applications... En fait, le vrai problème d'un smartphone, pourquoi ? C'est qu'il faut avoir accès à la boutique d'applications. Donc eux, c'est compatible avec les applications Android, même si ça ne marche pas forcément toujours. Mais tu n'as pas de Play Store dessus. Tu n'as pas le Play Store, mais tu peux télécharger les applications. Donc des APK, en fait, c'est ça ? Je ne sais pas du tout comment ça marche là. Parce que c'est du Linux, en fait. C'est pas un OS Android. Exactement. Donc ça, c'est la vraie question. C'est comment on fait sans la boutique d'applications ? Et tu parlais de Huawei. Quand Huawei a plus l'accès à la boutique d'applications, et Huawei, c'est une grosse boîte. C'est pas une petite boîte. Les ventes en Europe, elles ont plongé parce qu'il n'y avait plus la boutique d'applications. Et c'est vraiment le cœur du système. Après, ça mérite d'exister. Il y a d'autres. Il y a Murena, qui est une entreprise française qui fait ça également, mais qui est basée sur Android open source. Voilà, donc pourquoi pas. Voilà. Il est assemblé en Europe. Oui. Dans une ville qui s'appelle Salo. On sait combien Non, mais c'est vrai. Non, on peut plus en fait. 199, je crois, non ? C'est ça le prix ? Il est à combien ? La ville s'appelle comme ça. 699, 600 euros environ. Ouais, je crois. C'est nécessaire de le mentionner. Non, c'est pas... non, mais il faut le dire. Non, c'est un téléphone qui est assemblé en Europe. C'est quel pays ? Non, mais déjà, quand même... Finlande. C'est compliqué déjà. Il est assemblé dans une ancienne usine de chez Nokia. Là, forcément. Je crois que c'est les anciennes Nokia, en fait. Ouais, c'est ça, c'est les anciennes Nokia qui font ça. Okay. Donc c'est intéressant, pourquoi pas. Avec des composants quand même asiatiques, il faut quand même le préciser. Et bien sûr, parce qu'on n'a pas le choix de toute façon. Oui, tu sais, c'est le procès dans le cloud, c'est ce que tout le monde dit, non, mais t'as des gens qui vont dire c'est souverain parce que c'est de techno open source, ok, et t'as des mecs qui vont dire Scaleway est pas souverain parce qu'ils utilisent des puces Nvidia.
Bref. T'as pas le choix. Discussion. Bah oui, fake. Jusqu'où mettre le curseur de la vertu. Voilà, le Yola avec le Selfish OS, si ça vous intéresse. Dites-nous si un jour vous craquez. Ça peut nous intéresser. Même venez nous voir. Parce que oui, voilà. On veut le voir de près. On veut le voir de près. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Cédric. Salut camarades. Cédric Ingrand, directeur général de Heavyweight Studio et journaliste tech. Merci à Clément David. Un grand merci. Président de Theodo Cloud. Merci pour les mystères de l'Ouest. C'était la meilleure de la soirée, on peut le dire. Oui, bien sûr. Quand même. Allez. Pas mal. C'est le titre de ton replay, là. Et Jérôme, je suis désolé pour J'ai toutes pas tes de blague. Non. Désolé. Mais... Oui, mais tu as une Next telle time. expertise. moi, je suis trop sérieux. Hein. Ouais, mais tu as une telle expertise à côté de cela que voilà, tout va bien. Fondateur de cafetech.fr. J'espère que Clément et Cédric, vous êtes abonnés à la newsletter de Mais évidemment, Jérôme. bien sûr. Ouais, vous dites ça, mais bon. Mais même montrez-moi avant. vos mails tout de suite. Même avant. Vous restez avec nous, Tech & Co. La quotidienne revient dans un instant. On va s'intéresser à un événement que nous vous préparons en collaboration avec la Tribune. Ce sont les Tech for Future. Et on recevra dans un instant les startups candidates dans la catégorie Data et IA. Juste après le Tech Flash de Léa Benaïm, bien sûr, qui arrive juste après cette petite pause. Un grand merci d'être là et à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, il est 20h31 sur BFM Business. Comme chaque soir, il est temps de retrouver le Tech Flash, un condensé de l'actu tech du jour. C'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, OpenAI rétropédale et ne sera finalement pas une marketplace. L'entreprise renonce à autoriser les achats directement dans ChatGPT et privilégie désormais un modèle beaucoup plus simple, celui de rediriger les utilisateurs vers des sites marchands. Un revirement qui s'explique par la complexité du projet. Il aurait fallu gérer les paiements, la responsabilité commerciale ou encore la protection des consommateurs. Et puis Nvidia va prendre ses distances avec OpenAI et Anthropic. Jensen Huang a laissé entendre que les milliards investis ces dernières semaines dans les deux entreprises pourraient être les derniers, du moins pour un temps, et ce en raison de leur entrée en bourse respective prévue prochainement. Nvidia veut désormais privilégier son rôle de fournisseur à défaut de celui d'investisseur. Et puis dans l'actualité, Léa, Google qui change les règles du Play Store. Et oui, la commission historique de 30% disparaît et passe à 20 voire 15 dans certains cas. En parallèle, le géant américain va désormais autoriser d'autres boutiques d'applications sur Android. Cela fait suite à son arrangement avec Epic Games. La nouvelle politique sera aussi appliquée dans l'Union européenne, même s'il est fort probable qu'elle ne soit pas suffisante pour contenter les régulateurs. WhatsApp prépare un abonnement payant. Il s'appellera WhatsApp Plus, une formule premium qui donnera accès à des fonctionnalités supplémentaires comme la personnalisation de l'icône de l'application, de nouvelles sonneries ou encore un choix de couleurs pour les conversations. Des nouveautés assez limitées qui pourraient ne pas séduire grand monde. À noter qu'à ce stade, WhatsApp n'a pas prévu de brider les utilisateurs qui resteront sur la version gratuite. Et enfin en France, Pascal vise une entrée en bourse à New York et à Paris, une double cotation Nasdaq et Euronext pour la start-up française spécialisée dans le quantique qui espère atteindre une valorisation d'environ 2 milliards de dollars. Pascal fait partie des 5 start-up tricolores capables de développer un ordinateur quantique. Elle a déjà installé ses premières machines en France, en Allemagne et au Canada et vise aussi de nouveaux marchés comme l'Italie et l'Arabie Saoudite. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur le site de BFM Business pour Tech & Co Business, votre rendez-vous en compagnie de Frédéric Simotel. Et cette semaine, au programme, direction le MWC. Parmi les invités, Rakuten TV, l'un des pionniers des chaînes Fast en Europe. Son patron, Cédric Dufour, était sur le plateau de BFM Business. On écoute un extrait. Quel est votre enjeu aussi principal justement pour Rakuten TV de cette accélération du Fast ? Alors d'abord, il faut aujourd'hui ce qui fonctionne, c'est qu'il y a un alignement des planètes et je dirais un cercle vertueux sur les chaînes Fast en Europe. Il y a de plus en plus d'audience, c'est-à-dire que les gens consomment ces chaînes Fast parce que c'est gratuit. Vous pouvez me donner un exemple de chaîne Fast ? Je crois qu'il y a, par exemple, là il y a Jump 21. Alors exactement, ce qui est très à la mode, c'est ce qu'on appelle les single IP, c'est-à-dire qu'il y a une série ou une émission de télé en boucle pendant 24 heures. Donc par exemple 21 Jump Street, on a également Alerte à Cobra
que justement on vient de lancer récemment sur Prime Video. Donc soit vous avez des chaînes comme ça thématiques, soit vous avez des chaînes de ciné. Par exemple, on a Rakuten TV Top Movies avec les meilleurs films qui sont distribués dans un certain nombre de pays. Donc il y a l'audience qui croît parce que les gens de plus en plus regardent ces chaînes parce que c'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'engagement. Les annonceurs également sont de plus en plus présents sur ces chaînes FAST parce que ça leur permet d'accéder à une population auquel ils n'accèdent pas forcément parce que beaucoup de ces gens-là ne regardent plus la télé traditionnelle. Oui, bien sûr. Et on a un contenu aussi qui est de plus en plus qualitatif parce que les studios ouvrent de plus en plus leur catalogue à ce contenu FAST. Donc on a vraiment un cercle vertueux entre plus de contenu, plus d'audience et une bonne monétisation. Voilà, retrouvez donc dès 22h30 sur BFM Business, vous le savez, ce week-end et sur toutes les plateformes. 20h35, il est temps de retrouver notre nouveau rendez-vous, la cérémonie des Tech for Future. C'est pour le 13 avril. Je vous explique tout de suite de quoi il s'agit. Tech & Co, la quotidienne, en route vers Tech for Future. Et oui, les Tech for Future, c'est le plus grand concours de start-up de France avec 845 candidatures pour cette édition 2026, 126 pitchs, 30 gagnants dans tous les territoires, puisque en fait les Tech for Future est allé dans toutes les régions de France, c'est ça qui est intéressant. Et l'idée des Tech for Future, c'est comment essayer de créer une tech européenne, souveraine, décorrélée un petit peu de ce que l'on voit aux États-Unis et en Chine. Et c'est vrai que le contexte géopolitique donne encore plus de poids en fait à ce rendez-vous. Tech for Future. Toutes les semaines, nous allons recevoir en fait les startups qui candidatent pour remporter évidemment un prix dans leur catégorie, jusque, je le disais, au 13 avril, où là, il y aura cette grande cérémonie qui sera à vivre en direct sur BFM Business et que j'aurai le plaisir de vous présenter. On va commencer donc par la catégorie Data IA. Notez qu'il y aura plusieurs catégories. Il y aura environnement, énergie, impact, industrie, santé et start. Start, ce sont des pépites en phase d'amorçage dans tous les domaines. Et encore un mot sur ces Tech for Future. Il y aura évidemment la cérémonie, mais il y aura aussi des débats, des ateliers, des exposants. On aura l'occasion d'en reparler tout au long de ces semaines. On commence donc par le rendez-vous Data et IA. Et les startups qui candidatent dans cette catégorie sont avec nous ce soir. En tous les cas, 5 d'entre elles. Roxane Laigle est avec nous. Bonsoir Roxane. Bonsoir. Vous êtes CEO et cofondatrice de Lemrock AI. À vos côtés, c'est Bertrand Lamour avec Prism AI. Vous êtes directeur général de Prism AI. Bonsoir. Bonsoir. Nofal Sikal est avec nous aussi, directeur technique de Private Discus. Bonsoir. Bonsoir. Nofal. Jean-Édouard Communial est avec nous aussi, cofondateur et président de Miratlas. Bonsoir Jean-Édouard. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Cyril Vignon, président de Glimpse. Voilà, écoutez, merci d'être là. L'un de vous sera peut-être lors de la réunion, en tout cas de la cérémonie du 13 avril, je vous le souhaite. On va commencer avec vous, Roxane. Dans cette catégorie Data IA, vous êtes donc cofondatrice de Lemrock AI. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette start-up qui est en région parisienne, je crois ? Oui, c'est ça. Donc, on est une start-up française basée à Paris, même si on adresse un marché mondial. Ce qu'on adresse, c'est ce qu'on appelle le commerce agentique. C'est un shift majeur dans la façon dont le e-commerce fonctionne aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure avec OpenAI d'ailleurs. Bien sûr, c'est un sujet d'actualité. Probablement que les téléspectateurs en ont déjà entendu parler. C'est le fait que demain, les consommateurs finaux comme vous et moi n'achèteront plus sur les sites web traditionnels, mais dans des interfaces IA comme ChatGPT, etc. Le sujet, c'est que les acteurs du e-commerce traditionnel ne sont absolument pas prêts à prendre ce virage. Il leur faut une nouvelle solution technologique complète pour se connecter, garder le contrôle aussi sur cette distribution. Et aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de le faire. C'est ce qu'on résout. Oui, parce qu'aujourd'hui, ils sont, on va dire, tous ces acteurs du e-commerce sont véritablement axés vers Google, finalement, qui est leur principal vecteur d'audience. Là, avec l'IA agentique, ça va tout changer, en fait. Ça va tout changer. On passe d'un monde qui était vraiment un monopole, finalement, du search, à un monde qui va être fragmenté. Donc, il y a plusieurs types de plateformes. On a mentionné OpenAI, ChatGPT, mais il y en a beaucoup d'autres. Finalement, le conversationnel va venir vraiment tout révolutionner. Et donc, vous mettez entre l'agent conversationnel et le site de e-commerce, c'est ça ? C'est ça, nous, nos clients, ce sont les sites e-commerce. On adresse tout type de marques,
B2C, B2B aujourd'hui. Et l'idée, c'est de leur permettre c'est de leur fournir l'infrastructure complète. Donc, on va absorber leur catalogue produit, leur offre au global, les connecter dans les interfaces et aussi orchestrer leur présence dans l'ensemble des IA conversationnelles. Ça va arriver quand, ça, que le fait qu'un site de e-commerce puisse être connecté, par exemple, à l'Emrock AI et que nous, on puisse commander des choses directement via notre interface d'IA? C'est déjà en fait le cas. Donc vous l'avez vu probablement dans l'actualité, il y a des sujets sur quel niveau d'intégration. Oui. Est-ce qu'on est juste au niveau de la discovery ou alors on va jusqu'au paiement? Oui, parce que le paiement, bien évidemment, pose des questions de vie privée, enfin, et puis surtout d'acceptation du client final, parce que c'est l'IA qui va payer à notre place finalement. C'est vraiment un sujet extrêmement complexe. C'est pour ça qu'on existe et qu'il y a besoin de solutions comme les nôtres. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a été la première solution à adresser ce sujet-là il y a 1 an. On a été les tout premiers. À ce moment-là, personne ne parlait de commerce agentique. Et aujourd'hui, c'est déjà live. Vous pouvez acheter directement dans des IA conversationnelles via la solution Lemrock. On est présent dans 100 millions de conversations par mois. D'accord. Et vous travaillez déjà avec des commerçants prestigieux? On travaille avec une 60aine de marques. On va bientôt atteindre les 100 marques, donc on est très content de ça. On travaille avec des retailers, notamment, par exemple, je peux citer Maison du Monde en France, qui est assez connue. On a aussi des marques, par exemple, NJ, qui sont assez différents. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir accès à un niveau de personnalisation qu'on n'a jamais eu avant via le conversationnel. Voilà, ça s'appelle l'Emrock AI. Si vous trouvez ce concept intéressant, n'hésitez pas à voter pour l'Emrock AI sur le site de Tech for Future. On est aussi présent sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à suivre la page Tech for Future. Bertrand Lamour, directeur général de Prism.ai. Vous êtes à Toulouse, c'est ça? Tout à fait, à Blagnac. À Blagnac, exactement. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Prism.ai, on est un éditeur d'une plateforme qui est destinée aux entreprises, aux grandes entreprises, aux ETI aussi, aux organisations, les collectivités territoriales notamment, qui veulent déployer, industrialiser la création, le déploiement et la supervision d'agents IA dans l'ensemble de l'entreprise. Donc l'idée, c'est pas de sortir 1, 2, 3 cas d'usage, c'est vraiment d'avoir des centaines, voire des milliers d'agents qui collaborent entre eux, qui collaborent avec les collaborateurs et aussi avec les systèmes d'information, c'est très important dans un volet transactionnel. Et tout ça, donc de manière industrielle, est gouverné, sécurisé, 100% au contrôle de l'entreprise et des équipes, à la fois data, IA, mais de donner les capacités à chacun dans l'entreprise de devenir acteur de cette transformation et de pouvoir aller créer, administrer son ou ses agents IA pour l'aider au quotidien. Alors c'est assez abstrait, hein. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de votre solution? À quoi peut-elle servir? Je crois que vous travaillez avec Bouygues ou Air Liquide. Expliquez-nous un petit peu. Est-ce qu'il y a des exemples concrets que vous pourriez nous donner? Prenons le cas de Bouygues Télécom. Ils ont voulu un studio IA qui était ouvert à l'ensemble de leurs collaborateurs. Donc, on a déployé le 15 septembre sur leur infrastructure. Aujourd'hui, on a plus de 7500 collaborateurs de Bouygues qui sont embarqués sur la solution. On est aux alentours de 1700-1800 utilisateurs quotidiens. Et ils vont pouvoir aller consommer des agents. Il y en a plus de 400 qui ont été créés. Des exemples concrets, c'est une équipe qui veut optimiser le SEO de son site internet, pour de la gestion de projet, pour de l'analyse de la fraude. Donc on va se connecter au système d'information de l'entreprise, récupérer des données, faire des traitements, enchaîner des traitements pour aller automatiser des processus. Et donc là, pour le coup, ce sont les métiers qui connaissent les processus et qui connaissent la data, qui ont la main pour aller le faire en la collaboration avec les équipes techniques. Mais l'idée, c'est vraiment que tout le monde, même les profils non techniques, aient la capacité de faire. Et donc, on a un changement un peu de paradigme. C'est les équipes techniques qui viennent packager des solutions qui ensuite sont utilisées, construites, utilisées par les métiers. Et donc, les métiers deviennent finalement autonomes et libres d'aller créer les agents dont ils ont besoin, sans dépendance et sans goulot d'étranglement par les équipes, notamment IT. Tout ça avec une sécurité, j'imagine, accrue, parce que en fait, vous manipulez, j'imagine, des données sensibles de l'entreprise. Donc, comment ça se passe en fait? Tout est stocké, on va dire, de manière locale. Comment ça marche? Exactement. Pour les grandes entreprises qui ont des équipes assez structurées, on va avoir la plateforme qui est déployée dans leurs infrastructures. Donc, on va respecter toutes les règles de sécurité. C'est managé par l'entreprise, par les équipes de l'entreprise. Les données, et notamment les données sensibles, restent dans les data centers de l'entreprise. Pour les entreprises qui sont plus petites, là, on a, nous, la capacité de fournir aussi du SaaS. Et donc, d'avoir un hébergement en France sur des clouds souverains. Donc, il y a vraiment un sujet d'indépendance, de permettre aux entreprises de ne pas être dépendants des gros acteurs américains
Il faut être pragmatique, évidemment, elles consomment des services américains, mais aujourd'hui, ça va très vite. Les modèles, ceux qui étaient performants hier ne sont pas ceux qui sont les plus performants aujourd'hui, et ceux qui sont les plus performants aujourd'hui ne seront pas ceux qui seront les plus performants demain. Et donc, il faut pouvoir avoir cette agnosticité, cette capacité de choisir, et cette agilité de ne pas dépendre d'un ou de deux acteurs, mais d'être ouvert à l'ensemble des acteurs du marché. Et c'est ce que nous apportons avec notre solution. Quels sont vos concurrents aujourd'hui ? Vous avez des concurrents, les géants américains font ce que vous faites, par exemple, ou pas ? En fait, tout le monde veut se positionner. On parle d'agentique, la capacité de se connecter au système d'information, d'aller opérer les traitements. Ça, c'est un sujet cœur. Si vous prenez des grands acteurs américains, tout le monde se positionne dessus. Oui, que ce soit AWS, Microsoft, etc. Exactement, notamment les hyperscalers. Il y a un vrai sujet, c'est qu'ils sont partie prenante. Ils sont à la fois à fournir des services cloud, à fournir leurs modèles. Ils fournissent un écosystème qui est quand même fermé. Là où nous, on vient apporter un écosystème qui est ouvert, qui est agnostique, qui est multi-cloud, justement pour garantir aux entreprises leur indépendance stratégique et leur souveraineté. Et dans un monde géopolitique qui bouge beaucoup, on le voit, c'est des sujets qui sont centraux et qui sont des clés de décision très claires en notre faveur. Et donc, dans les appels d'offres, on est face à ces hyperscalers, on est face à ces acteurs américains parce qu'on est la solution européenne pour y répondre. Voilà, c'est Prism AI, vous dites comme ça ou AI, enfin... Prism AI, les deux me vont, donc vous pouvez dire les deux, à votre convenance. Merci beaucoup Bertrand, vous restez avec nous. On enchaîne avec Naufal Sikal. Rebonsoir Naufal. Rebonsoir. Vous êtes le directeur technique de Private Discus. Alors vous êtes une start-up grenobloise qui propose une plateforme de communication souveraine sécurisée pour les organisations critiques, l'État, entre autres. Et vous avez mis en place, je crois, une visioconférence. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites chez Private Discus. Tout à fait. Tout est dans le titre finalement, mais ça mérite quand même quelques développements. Exactement. Alors, Private Discus, alors c'est une société lyonnaise, effectivement, de la région Aura, qui, donc, on est une alternative souveraine à un Zoom ou un Teams. Donc, effectivement, nous avons la partie messagerie instantanée, visioconférence et webinaire, et notre solution, elle est conçue pour les clients les plus exigeants dans les secteurs sensibles qui souhaitent protéger leur communication et leurs échanges. Comment ça marche ? Et est-ce que vous avez malgré tout le même confort et on va dire la même performance que les systèmes de discussion et de visio américains ? Vous touchez du point, le point important pour le end user qui est l'ergonomie et l'expérience utilisateur. Donc c'est là où nous avons beaucoup travaillé pour être à exactement la même ergonomie des solutions américaines, parce qu'on a l'habitude d'utiliser ces solutions. Et effectivement, ça c'est un point... Donc vous êtes au niveau d'un Teams par exemple, j'imagine ? Tout à fait. L'ergonomie, la modernité de la solution, elle est au niveau de Teams et Zoom, parce que, et en plus, on s'y inspire. Tout le monde aujourd'hui sait utiliser Teams et donc savent utiliser un Private Discus. Et donc, ça permet d'avoir plus d'adoption de notre solution. Aujourd'hui, ça existe ? Vous avez déjà des clients ? Où est-ce que vous en êtes ? Tout à fait, ça existe. La société a été créée il y a quelques années maintenant, depuis 2018-2019. Et aujourd'hui, bien évidemment, on a beaucoup de clients qui utilisent la plateforme à l'international, Europe, Middle East, Afrique du Nord. Alors, je peux citer le plus emblématique, c'est un appel d'offres, c'est une donnée publique que nous avons gagné relativement récemment, fin d'année dernière, qui concerne le groupe EDF, et donc qui utilise aujourd'hui Private Discus pour la communication sécurisée. Très bien. Est-ce que vous proposez aussi les mêmes... Alors, si vous avez la même qualité que Teams, c'est très bien, mais est-ce que vous proposez aussi les mêmes services ? Par exemple, une IA qui écoute les discussions pour avoir des résumés, des choses comme ça, qui entrent un petit peu dans le quotidien de tous les collaborateurs ? Bien sûr, et c'est une attente marché très très forte. L'IA aujourd'hui, on en parle sur ChatGPT, OpenAI, etc. Mais l'utilisateur, même en utilisant une solution de visioconférence, attend d'avoir ces fonctionnalités. Et donc effectivement, et même en étant un acteur plus petit que les géants américains qui sont, j'ai envie de dire, nos concurrents directs, on se doit d'avoir ces fonctionnalités, notamment la transcription en temps réel dans les visioconférences, la traduction en même temps réel, que ce soit texte ou même audio pour des événements à grande échelle, des résumés automatiques et les bullet points, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne prend des notes dans des visioconférences, l'IA fait tout, et plus encore, même une première mondiale où on a un système anti-deepfake, parce qu'effectivement,
Private Discuss, comme son nom l'indique, on est dans la privacy, dans la sécurité. Et donc, pour sécuriser l'échange et protéger même l'identité et l'usurpation d'identité de nos utilisateurs, nous avons créé un système deepfake qui permet de vérifier l'identité des personnes que nous avons en face. D'accord. Voilà, l'audio, la vidéo. Est-ce que c'est une vraie personne physique qui est derrière? Parce qu'on se souvient qu'il y a eu des histoires incroyables de fausses visios pour débloquer des fonds. Le directeur financier qui était en fait un avatar et qui ordonnait à un collaborateur de faire des virements. Ça paraît surréaliste, mais c'est arrivé en fait. Effectivement, c'est arrivé. C'est le cas de Hong Kong où le montant, on parle de 20 millions de dollars. C'est pas anodin. C'est 4 virements de 5 millions. Ça fait cher la visio. Exactement. Donc c'est là où on a notre valeur ajoutée. Parfait. Merci Nofal, directeur technique de Private Discuss. Miratlas maintenant avec Jean-Édouard Communal. Jean-Édouard, vous êtes cofondateur et président donc de Miratlas. On parle d'intelligence atmosphérique avec vous. Vous êtes une start-up basée à Marseille, c'est ça ? Presque, Pertuis, à côté d'Aix-en-Provence. Pertuis, d'accord. On est dans la zone. C'est toujours les Bouches-du-Rhône, là-bas. C'est ça, voilà. Vaucluse. Vaucluse, pardon. Ah, on est à la limite, pardon. Alors expliquez-nous ce que fait Miratlas. Vous mesurez et vous arrivez à prédire en temps réel les turbulences et la couverture nuageuse. C'est ça. En fait, on parle beaucoup des LLM, des Large Language Models, et nous, notre ambition, c'est de faire un Large Atmospheric Model. Donc, on caractérise très précisément les nuages et la couverture nuageuse de façon à pouvoir anticiper et fiabiliser les communications laser entre la Terre et l'espace. L'enjeu, c'est de pouvoir permettre à Starlink, à Amazon Leo, Iris Carré, toutes les constellations, de pouvoir utiliser les mêmes outils que les télécoms terrestres, à savoir l'optique, qui offre une capacité 1000 fois supérieure à la radio, mais de façon fiable. Parce que si on veut communiquer avec l'espace en utilisant des lasers, le moindre nuage, la moindre turbulence va interrompre le signal. Donc notre spécialité, c'est de prévoir ça de façon à pouvoir l'anticiper et y remédier. Et alors, comment faites-vous pour cartographier tous ces nuages et toute cette atmosphère ? Vous récupérez des images satellites, c'est ça ? Pas du tout. Alors, on a un instrument qu'on appelle le Sky Monitor, en bon français, qui est issu de technologies d'astronomie. Donc, on analyse la lumière du Soleil et des étoiles en temps réel, et on en déduit la couverture nuageuse et les turbulences. L'opacité, en fait, du Soleil, c'est ça ? C'est ça. En fait, on analyse la scintillation du Soleil et les étoiles. Si vous ne voyez pas l'étoile, c'est qu'il y a un nuage. Si elle scintille, c'est qu'il y a des turbulences. Voilà. C'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, c'est comme ça que ça marche. En gros. OK. Et alors, où vous en êtes aujourd'hui ? Est-ce que votre système est vérifié, fonctionne ? Vous avez des clients ? Absolument. Alors, on a fait la validation scientifique de nos instruments avec l'Agence spatiale européenne et avec le CNES. On a industrialisé notre solution. On a une 50aine de clients dans plus de 22 pays dans le monde. On a déployé plus d'une 60aine de stations partout dans le monde. On travaille avec les plus grandes agences spatiales et les plus grands labos. Des équipementiers également qui font ce qu'on appelle des OGS, des télescopes robotisés qui vont pointer vers les satellites et permettre ces communications. Et donc vraiment, l'enjeu, c'est d'arriver à cette grande masse de données, à ces prévisions par machine learning qui vont permettre de fiabiliser le système. Mais en fait, si j'ai bien compris, vous arrivez donc à prédire la qualité de transmission qu'il y aura entre la Terre et le satellite. On est d'accord. Mais finalement, qu'on arrive à la prévoir, ça change quoi ? Parce qu'on sera toujours obligé d'envoyer des données, non ? Ah oui. Alors, le gros avantage de l'optique, c'est 1000 fois plus de capacité que la radio. Et impossible à brouiller, extrêmement difficile à intercepter. Donc, c'est vraiment un outil de télécommunication. D'accord. Mais si on dit télécommunication... Son seul limite, c'est le nuage, en fait. C'est ça. Et c'est la fiabilité. Donc, si on veut faire des télécoms, il faut avoir le très très haut débit et la fiabilité. Et c'est ça que Miratlas apporte. Merci, c'est très intéressant. Jean-Édouard Communal, cofondateur et président de Miratlas. On va terminer avec Cyril Vignon, président de Glimpse. Bonsoir. Comme ça qu'on prononce. Tout à fait, oui. Merci d'être là. Vous êtes une deep tech, cette fois-ci rennaise. C'est bien, on fait un petit peu le tour de France ce soir. C'est cool. C'est le but justement de cette Tech for Future, puisque rappelons que les rédactions de BFM Business et de la Tribune sont allées dans chaque région pour détecter les talents tech de chaque région. Cyril, donc, vous êtes président de cette DITEP rennaise qui développe des solutions de cybersécurité capables d'analyser en profondeur le code de fichier pour détecter en fait des malwares hyper sophistiqués, c'est ça ? Tout à fait. Alors en fait, effectivement, on développe des solutions d'analyse en profondeur de fichiers
pour détecter des fichiers malveillants de manière très performante, des fichiers malveillants, donc des virus informatiques. Le gros intérêt des technologies qu'on a développées, qu'on a mis en place, c'est qu'elles permettent notamment d'aller détecter très efficacement les nouveaux variants de menaces. Les nouveaux variants, si je prends un peu une analogie un peu plus concrète peut-être, on est un petit peu l'ARN messager, le vaccin ARN messager du virus informatique, pas du virus réel. Aujourd'hui, les variants... Donc c'est une autre vision en fait de la protection informatique. Vous n'avez rien à voir avec des McAfee ou des Norton, etc. Exactement, on est très complémentaires. On va avoir, en fait, sur le marché, vous allez trouver classiquement des solutions, j'allais dire rapides, très rapides, qui vont analyser, si on fait une analogie avec les colis réels, elles vont analyser l'étiquette. Quand on arrive en douane, on va regarder l'étiquette, la nomenclature, on va vérifier que tout ce qui a l'air d'être présent sur l'étiquette est sain. N'est pas malveillant. Ça va être les solutions antivirales classiques qui vont être très rapides, donc ils vont pouvoir travailler sur des grands nombres de fichiers. À côté de ça, jusqu'à récemment, vous aviez uniquement des solutions où vous alliez sortir le colis sur la chaîne de livraison pour prendre le temps de l'analyser en détail, l'ouvrir, passer des minutes, des heures à le regarder en détail pour s'assurer qu'il était effectivement réellement sain. Mais ça, vous pouvez le faire sur quelques colis par-ci par-là, mais vous ne pouvez pas le faire sur l'ensemble des colis qui vont transiter sur votre réseau. Ça, c'est vrai dans la vraie vie. Autrement, on attendrait longtemps notre colis. Exactement. Et en informatique, c'est la même chose. Vous avez des centaines de milliards de fichiers qui transitent dans les entreprises tous les jours. Donc, vous ne pouvez pas faire ça. Nous, on a développé une solution qui permet d'avoir une analyse en profondeur, le même niveau, la même capacité de détection, d'analyse qu'on aurait quand on ouvre le fichier, qu'on le regarde s'exécuter, qu'on va passer des minutes à le regarder, mais en un temps très court. En quelques secondes. En moyenne, on est sur 3 secondes sur un fichier, ce qui fait qu'on va pouvoir vraiment s'exécuter sur la totalité du flux de fichiers qui va arriver au sein d'une entreprise. C'est comme si vous le scanniez, en fait, ce fichier, on le scanne, un petit peu un IRM d'une certaine façon, on le scanne vraiment en détail, on lit le code, et on a développé une intelligence artificielle qui comprend ce code de manière très rapide, et en s'abstrayant des modifications qu'il va y avoir. Et ces modifications, tous les jours, vous avez à peu près 600 nouvelles familles de variants qui sortent tous les jours, qui sont déversées sur les systèmes d'information du monde. Et donc le gros intérêt de ce qu'on fait, c'est que ces variants-là, 600, ça fait un toutes les 2 minutes, on va être capable de les détecter dès le premier jour, là où en général, il va falloir attendre qu'elles fassent des dégâts, ces menaces, qu'on commence à les connaître et à du coup bien les détecter pour réussir à effectivement les arrêter. Et donc ça peut prendre des fois plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc vous détectez, pardon, excusez-moi, oui, allez-y, continuez. Dès le premier jour, on détecte ça, effectivement. Et alors, vous détectez quel type de menaces, en fait? Donc ça va être vraiment du hameçonnage, des choses comme ça? Exactement, on va travailler sur tout ce qui est hameçonnage, les ransomware, les attaques par ransomware qui font beaucoup de dégâts dans les entreprises en chiffrant la totalité des... Voilà. Tout ce qui va être, on entend beaucoup moins parler. On entend moins parler parce que depuis quelque temps, le message de « il ne faut pas payer » commence à être entendu. Voilà. Mais du coup, les attaquants se sont un petit peu adaptés et vous avez dû voir l'énorme quantité de leaks d'informations, de données qu'on a eu ces derniers temps. C'est-à-dire que les attaquants... pour se venger justement de ne pas être payés, balancent les informations. Voilà, ils changent de modèle économique. Donc c'est ce qu'on voit un petit peu en ce moment. Les attaques sont toujours là, elles sont toujours aussi nombreuses. D'accord. C'est juste que les formes ont tendance à changer. Quels sont vos clients aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on a entre 130 clients à peu près aujourd'hui dans le monde, beaucoup en France dans le domaine. Alors on vient du ministère des Armées, la technologie qu'on a mise au point, c'est une technologie qu'on a mis au point quand on faisait de la cybersécurité au ministère des Armées. Donc les armées font partie de nos clients, des entités comme l'ANSSI également bien sûr, mais également un certain nombre de grands groupes dans les assurances, les banques, l'énergie. Et on travaille aussi beaucoup avec des entreprises qui vont assurer la sécurité au profit d'acteurs plus modestes, donc ce qu'on appelle les MSSP. Et donc là, par ce biais-là, on travaille aussi avec beaucoup de PME, via ces acteurs-là. Et donc ça, c'est en France et on commence à s'internationaliser. On a un site en Amérique du Nord avec des clients du coup aux États-Unis, au Canada. Et là, on se développe vraiment en Europe, Italie, Pays-Bas, Pologne, voilà, et avec des pays un petit peu plus lointains aussi, comme la Corée du Sud. Pareil. Avec un vrai savoir-faire français dans ce domaine, c'est un plaisir. C'est ouais. Une bonne nouvelle. Merci beaucoup à tous les 5. Bonne chance pour ces Tech for Future. Et j'espère vous retrouver, en tout cas l'un d'entre vous. Malheureusement, vous ne pourrez pas être là sur le plateau tous les 5 le 13 avril prochain. Merci. Merci beaucoup. Ce Tech & Co, la quotidienne, est terminé. On aura une autre catégorie de ces Tech for Future à retrouver la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous demain pour De quoi je me mail, à la fois sur YouTube, en podcast audio, et le soir, demain soir, sur BFM Business. Et on sera de retour lundi prochain dès 19h30 pour Tech & Co, bien sûr. D'ici là, très belle soirée et à très vite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.